Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Parlons Prévention. Je suis reçu aujourd'hui dans un hôpital privé à but non lucratif par Sylvain Sadoul, psychomotricien. Merci pour l'accueil. Merci à toi. L'idée aujourd'hui, ça va être de parler un petit peu de ton métier, de ta vision de la prévention, et puis on va pouvoir mettre les pieds dans le plat. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter, ton parcours rapidement? Oui, alors moi, je suis Sylvain Sadoul, comme tu viens de le décrire et de l'expliquer. Je suis psychomotricien diplômé d'État depuis 2014, depuis juin 2014. Et donc du coup, avant cela, j'ai passé une licence TAPS, donc j'ai fait des études dans le sport, avant de me réorienter et d'aller chercher une autre vision finalement du métier, de la santé et de l'apport du mouvement, on va dire, et dans le sens de la cure d'une santé, pour aller vers la santé. Donc voilà un petit peu ce qui m'a amené ici. Donc je travaille dans cet hôpital privé à but non lucratif depuis à peu près 8 ans. Ça fait 8 ans que je suis ici, avec des adolescents, des jeunes adultes. C'est un public que nous accueillons en psychiatrie pour des pathologies un petit peu multiples, on va dire diverses et variées, qui m'amènent à travailler sur les différents services de cet hôpital. D'accord, c'est complet. Avant de revenir sur ta formation et peut-être sur le parcours, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste ce métier de psychomotricien? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec tous les métiers paramédicaux, les métiers autour de la prévention, on peut s'y perdre et le champ des possibles est tellement large qu'on ne sait pas exactement quelles sont les tâches de chaque métier. Alors effectivement, c'est une très bonne question, très belle question, mais très complexe aussi dans la réponse, puisque effectivement, par rapport à tous les métiers paramédicaux qui peut exister, on se retrouve nous finalement parfois avec des missions, un champ d'application ou des exercices qui peuvent ressembler finalement un petit peu à d'autres métiers. Et donc du coup, pour expliquer un petit peu finalement qu'est-ce qu'un psychomotricien, c'est pas évident de répondre comme ça en quelques mots. Alors je vais essayer quand même de borner un petit peu une définition. Alors pour moi, le psychomotricien, c'est un professionnel qui va accueillir des patients, donc des personnes souffrant de pathologies ou en tout cas de difficultés dans leur vie quotidienne, et les accompagner sur un chemin de la prise de conscience, je dirais dans un premier temps, de leurs troubles, de leurs difficultés, pour ceux qui ne savent pas un petit peu ce qu'ils peuvent avoir, et après de leur proposer à travers tout un univers médiatique, donc des médiations. Les médiations, ça peut être des exercices un petit peu finalement qui peuvent être issus de situations de jeu, de situations sportives, puisque c'est aussi ce qui nous amène à nous rencontrer, de situations théâtrales, de situations de relaxation. Donc en fait, on va aller chercher, on va aller puiser à travers un univers médiatique très vaste, des situations, des exercices qu'on va réadapter finalement à la pathologie des patients qui sont accueillis, mais surtout aussi à leur personnalité et à leur capacité d'accroche. L'idée, ça va être de créer un lien finalement pour qu'un soin puisse être possible. Sans ce lien, ça va être compliqué de pouvoir accrocher le patient. Donc c'est grâce à cet univers médiatique qu'on va justement se retrouver à rencontrer un patient, à l'amener à essayer de travailler autour d'objectifs qui vont être sa problématique pour l'aider à aller mieux, tout simplement, aller vers un bien-être. Alors ça, c'est un mot un peu vague, mais finalement ce bien-être, c'est une vie avec beaucoup d'aisance, une vie avec un équilibre psychique, un équilibre physique, et finalement notre métier, c'est un petit peu ça, c'est rétablir un équilibre dans la vie des personnes pour qu'ils puissent se sentir le mieux possible au niveau mental, mais aussi au niveau physique, physiologique, bien évidemment. D'accord, écoute, c'est une définition qui est très complète. Je pense que tu as réussi à vulgariser ça. Et comme je disais tout à l'heure, c'est pas forcément facile parce qu'avec tous ces métiers, on peut un petit peu s'y perdre. Dans la vie pratique, aujourd'hui, tu travailles avec quel type de public? Et est-ce que tu peux nous donner un exemple de situation pour un type de public, pour peut-être un patient ou une personne que tu as en tête, un groupe de personnes? Alors actuellement, je travaille avec des personnes qui souffrent de multiples pathologies, donc des pathologies de l'adolescence ou du jeune adulte, puisque c'est le public qui est accueilli ici. Pour définir jeune adulte, on va dire que c'est une fourchette de 19 jusqu'à 25 ans. Voilà, ça peut arriver d'avoir des suivis qui durent un petit peu plus longtemps. Et donc les jeunes qu'on accueille en fait viennent avec des pathologies qui peuvent être des dépressions, qui peuvent être des troubles du comportement alimentaire, qui peuvent être également des états limites, donc des difficultés aussi à rencontrer les autres personnes. On accueille aussi des personnes qui souffrent de phobie sociale ou de phobie scolaire également, certains troubles du comportement qui peuvent être un petit peu impactants dans la vie quotidienne pour aller à l'école, mais aussi ça peut être aussi au domicile familial. Et donc du coup, si je prenais l'exemple par exemple de la pathologie de la dépression, qui est quand même une pathologie qu'on rencontre beaucoup chez les jeunes, mais de manière générale en population générale également, avec des personnes qui souffrent de dépression, justement, ce qui va être très intéressant, c'est de repérer quelle
quelle est leur capacité à se motiver eux-mêmes, c'est-à-dire quels sont encore leurs leviers motivationnels. Et quand on va repérer ça, on va justement se servir de médiation assez dynamique, pour ne pas dire sportive, puisque ici nous ne ferons pas de sport, on fera plutôt de l'activité physique, on va dire ça comme ça, ou en tout cas travailler autour du mouvement, c'est-à-dire réinsuffler l'envie à ces personnes qui n'ont plus envie forcément de trop bouger, de trop se motiver, de trop se lever, leur redonner déjà le goût à l'effort ou déjà le goût au mouvement. Donc on va trouver des exercices autour de jeux par exemple, ça peut être des jeux classiques qu'on peut retrouver dans la vie de tous les jours, à l'échelle d'une salle un petit peu comme ça, où on va travailler avec du matériel sportif ou pas forcément du matériel sportif, mais en tout cas un matériel qui peut aussi être symbolique et qui peut aussi donner envie, c'est-à-dire tiens, avec ce matériel j'identifie que je vais pouvoir faire ça, et voilà. Et on part aussi bien sûr de la demande aussi parfois des patients, c'est-à-dire toujours avec ce même patient qui pourrait souffrir d'une dépression, on va peut-être pas forcément proposer un exercice qui va être trop dynamique si l'exercice ne fonctionne pas bien, on va plutôt proposer un exercice de relaxation qui va permettre en fait au patient d'être plutôt dans son rythme et en fait d'avoir un respect de son rythme sur l'exercice qu'on va proposer. Donc ça peut nous arriver aussi également de travailler avec de la relaxation, voilà. Donc c'est vrai qu'on a pas mal d'exercices qui vont être adaptatifs en fonction de la psychopathologie du patient, mais surtout de son état et aussi de son envie du moment et son envie du jour. D'accord, c'est hyper intéressant. On a l'impression qu'il y a toujours cette volonté d'aller vers la personnalisation ou même l'ultra-personnalisation en fonction des patients, si on peut les appeler du coup des patients, oui, complètement. Tout à fait. Est-ce que tu sens que cette personnalisation, elle est nécessaire ou des méthodes standardisées peuvent aussi avoir leur place sur ce genre de programme ? Alors, je pense qu'il y a deux types de réponses. La première, c'est tout dépend, je dirais, de l'accueil qu'on va proposer. Est-ce qu'on propose un accueil individuel ou est-ce qu'on propose un accueil collectif ? C'est vrai que pour l'accueil individuel, la spécificité de s'adapter vraiment à la personnalité du patient et aussi à son état d'humeur, je pense, va être primordial parce qu'effectivement, si on ne prend pas ça en compte, on risque d'être à côté dans ce qu'on risque de proposer et peut-être d'avoir une thérapeutique qui va se rallonger en termes de prise de soins, soit qui va se rallonger dans le temps, soit qui va se rallonger parce que le lien il va pas s'opérer. C'est-à-dire, comme je le disais au tout début, le lien étant très très important, si on arrive à créer un lien de confiance, un lien un petit peu comme ça de partenariat dans les séances, on va travailler d'autant plus sur les leviers motivationnels. Et pour travailler sur ces leviers motivationnels, il faut du coup créer ce lien. Donc je dirais que pour la partie individuelle, effectivement, la spécificité va être primordiale. Si on ne prend pas ça en compte, on peut être un petit peu à côté finalement de ce qu'on pourrait proposer. Et par contre, la double réponse, c'est qu'au niveau collectif, pour les groupes, puisque nous faisons aussi des groupes thérapeutiques, là c'est un peu différent. On va pouvoir imaginer travailler sur des principes de soins généraux. Par exemple, se dire qu'il y a un trouble du tonus chez les jeunes qui sont en dépression, mais on peut aussi retrouver un trouble du tonus chez les jeunes qui, je sais pas, vont être dans une hyperactivité, dans un trouble de l'hyperactivité avec déficit attentionnel. Et donc dans ce cas-là, on pourra également travailler avec ces deux types de populations dans le même groupe autour de principes plus généraux d'exercices autour du tonus, de régulation tonique par exemple, qui vont permettre à ces jeunes à la fois de comprendre le sens, peu importe finalement les psychopathologies qui peuvent être différentes. Voilà, ça peut être un petit peu cette réponse en double sens, si tu veux. D'accord, écoute, c'est super intéressant, je pense avoir cerné un petit peu ta réponse. Nous, bien évidemment, au sein d'AS-Mouvement, on est persuadé de toute manière, toutes les études et tous les retours qu'on peut avoir tendent vers l'efficacité de ce genre de protocole. Oui. Vous, aujourd'hui, comment est-ce que vous mesurez un petit peu l'impact de ton métier sur les patients, justement ? Oui, alors la mesure, l'évaluation, on aime bien en parler. On en parle beaucoup au niveau hospitalier puisque les psychomotriciens réalisent notamment des bilans psychomoteurs. En général, quand on reçoit les patients individuels, au préalable, il y a toujours un bilan psychomoteur qui est prescrit par le médecin, qui est réalisé et donc qui permet d'évaluer un petit peu où le patient en est pour dégager quelques objectifs ou en tout cas des pistes de suivi, des orientations, on va dire. On pourrait les nommer comme ça. Néanmoins, c'est pas facile. C'est pas facile d'évaluer parce qu'on évalue quand même, on parle de l'être humain. On parle de quelque chose qui n'est pas toujours quantifiable, numérisable en termes de données numériques. C'est pas évident de donner un chiffre. Bon, ce patient est malade à 2 et l'idée ça va être de l'amener à 0 ou au contraire qu'il aille beaucoup mieux. Voilà. Donc ça c'est très très compliqué. On va dire que nous, nos patients sont pris en charge de manière très globale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le soin, notamment
en psychomotricité qui va être important. On va parler, nous, d'un soin institutionnel, c'est-à-dire à la fois les soins qui vont être faits par nos collègues, que ce soit les ergothérapeutes, les art-thérapeutes, que ce soit les médecins, les infirmiers. Donc voilà, c'est aussi un soin qui est compris dans une espèce de globalité. Donc, on en revient toujours, est-ce qu'on va te couper à cette notion de pluridisciplinarité pour l'évaluation de patients, justement. Exactement. Donc l'évaluation, elle va un petit peu dans ce sens-là, tu le dis très justement, parce qu'on va évaluer finalement sur l'aspect global de la personne. Donc si le patient vient pour des difficultés scolaires, par exemple, on va imaginer que l'évaluation va se passer autour du scolaire et que quand il peut retourner à l'école, quand il retrouve ses capacités par exemple de concentration et il arrive à retrouver un petit peu ce statut d'élève tout simplement, et ben là on va évaluer simplement que la cure, en tout cas que les soins qu'on lui a proposés, et notamment la psychomotricité s'il était suivi en psychomotricité, l'ont aidé petit à petit à retourner au contact de ce rôle de la société et ce rôle un petit peu scolaire. Donc ça peut être une évaluation qui peut se faire dans ces niveaux-là. Un jeune qui va être par exemple en difficulté parce qu'il va être dans une dépression très importante, qui n'aura plus d'énergie, qui n'aura plus de plaisir à retrouver à faire des activités, quand il va recommencer à retrouver des intérêts pour la vie, des intérêts de projection sur l'avenir, là on va évaluer que le jeune va mieux. Donc c'est un petit peu dans cette évaluation-là qu'on peut le faire. Maintenant, de manière plus spécifique pour la psychomotricité, nous en général, ça passe par le verbal, c'est-à-dire que ça passe par tout simplement des questions en fin de suivi ou en milieu de suivi pour savoir où les jeunes en sont. Est-ce que les choses qu'on a travaillées, par exemple si on a proposé un exercice de relaxation, de respiration, on va voir est-ce que les jeunes l'ont un peu appliqué en dehors et est-ce qu'au moment où ils l'ont appliqué, ils ont évalué ou ils ont tout simplement observé que ça faisait baisser leurs angoisses, que ça faisait baisser un petit peu la crise d'angoisse ou que ça leur permettait d'être moins angoissés au quotidien. Voilà. Ça peut aussi être des choses un petit peu plus pragmatiques, des moments concrets. Donc il y a une partie un petit peu subjective qui est difficile à évaluer, qui va être prise au sens global institutionnel, donc au sens pluridisciplinaire comme tu disais tout à l'heure, et une partie peut-être un petit peu plus spécifique et pragmatique, qui n'est pas toujours facile pour les psychomotriciens, parce que pour moi, ça c'est pas c'est pas le sens que d'un seul métier. À mon avis, on est plusieurs à le faire, on est plusieurs justement à entrer dans un lien direct avec le patient et lui demander, voilà, ça fait peut-être 10 séances qu'on se voit, est-ce que vous avez remarqué une différence, et s'il y a quelque chose qui vous a aidé, qu'est-ce qui vous a aidé parmi tout le panel d'exercices qu'on vous a proposé, est-ce qu'il y en a un en particulier qui vous a un peu plus aidé, et dans ce cas-là, nous on recentre nos objectifs autour de cette gamme d'exercices ou cette gamme de situations motrices et corporelles pour aider un petit peu les patients à aller mieux. D'accord, une nouvelle fois une réponse très complète. J'ai une question, je pense avoir un petit peu la réponse. Est-ce que pour le public que tu suis, donc en l'occurrence des jeunes adultes, tu as une durée type ou une durée moyenne à peu près de suivi au sein de l'hôpital ? Oui, alors tout à fait, on a remarqué que on avait des durées moyennes qui étaient variables en fonction du service dans lequel ils étaient hospitalisés, mais si je devais extraire un petit peu tout service confondu une moyenne, je dirais que c'est entre 10 ou 20 séances de psychomotricité, ce qui représente à peu près, vu que les patients sont suivis à rythme hebdomadaire, donc une fois par semaine, ça représente à peu près, je dirais, 6 à 8 mois de suivi. Voilà. D'accord, c'est intéressant. J'aimerais qu'on puisse revenir un petit peu sur ton parcours à toi, Sylvain. Oui. Du coup, tu nous as dit que tu avais commencé par une licence TAPS et qu'après tu avais fait ce crossover de manière qui est de plus en plus habituelle, on va dire, dans beaucoup de parcours, j'ai l'impression, de mon expérience. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu du coup pourquoi STAPS et après pourquoi il y a eu ce fameux changement ? Ouais. Alors pourquoi STAPS ? C'est un petit peu les origines, ça remonte au lycée bien évidemment, donc c'est vrai que au lycée on voit un petit peu en fonction des matières dans lesquelles on est bon et les matières aussi où on a un centre d'intérêt très actif. Effectivement, je pense que c'est ça qui m'a donné envie tout simplement de partir un petit peu après le baccalauréat, de partir un petit peu dans les études supérieures, des sciences techniques, des activités physiques et sportives, parce que ça me parlait. En tout cas, j'en avais une représentation symbolique. Et donc, je pensais que je ne serais pas perdu à aller là-bas. Et c'est vrai qu'au niveau des études, donc je me suis rendu compte un petit peu de tous les métiers que ça pouvait toucher, à la fois le sport, le mouvement, mais au cours de ces études, j'ai aussi beaucoup travaillé sur la psychologie de l'enfant, notamment puisqu'en STAPS, on a des cours sur la psychologie de l'enfant. Et c'est vrai que ça a créé une nouvelle vocation chez moi, d'assister à ces cours, de prendre aussi la partie psychologique. Et je pense que c'est ce qui m'a amené, en fait, finalement, à me réorienter un peu plus tard, parce que je me disais qu'effectivement, j'avais envie de travailler autour du psychologique, j'avais envie de comprendre les processus psychiques qui amenaient les personnes à avoir envie de faire telle ou telle action, à avoir envie de faire telle ou telle chose dans la vie de manière générale.
général. Et donc du coup je pense que c'est ça qui m'a amené un petit peu à me réorienter dans les études sur le diplôme d'état de psychomotricien. Voilà. Mais c'est vrai que cet accompagnement par le sport, par le mouvement, par la dépense d'activité physique, par aussi le fait d'être capable de repousser ses limites, mais de comprendre un petit peu aussi comment les gens fonctionnent dans leur envie de s'investir dans telle ou telle activité. Là je parle d'activité de mouvement, d'activité aussi de dépassement de soi. C'est vrai que ça m'a beaucoup questionné, et je pense que c'est aussi pour ça que je suis arrivé ici. Voilà. D'accord. Moi ce qui me questionne justement c'est cette transition. Personnellement, lorsque j'ai eu ma licence TAPS, j'ai continué après, mais j'avais aucune idée des autres métiers qui pouvaient toucher de près ou de loin la formation STAPS. Pourquoi typiquement, comment est-ce que tu as fait cette transition-là? Est-ce que tu avais un tronc commun? Tu as dû repasser un diplôme complet? Comment est-ce que ça s'est passé? Pourquoi tu ne t'es pas orienté par exemple vers tu sais, les nouvelles méthodes qui sont assez en vogue, à savoir le coaching mental, ou ce qu'on appelle le coaching mental? Comment est-ce que ça s'est passé concrètement? Alors, il faut savoir que moi, j'ai hésité sur ma réorientation. Je parlais un petit peu des cours sur la psychologie de l'enfance. Ça m'a fait un petit peu hésiter finalement sur quelle serait la profession qui correspondrait le mieux à mes attentes, et finalement un petit peu à ces nouvelles envies et idées que j'ai pu avoir par rapport aux cours en STAPS. Et c'est vrai que donc du coup j'ai regardé un petit peu, j'ai été à des forums, des forums d'étudiants, où j'ai regardé un petit peu les maquettes de différentes professions. Je suis passé par l'ostéopathie, par la kinésithérapie, la psychomotricité, effectivement aussi le métier de psychologue. Voilà, je me suis un peu posé toutes ces questions, y compris aussi le métier de psychiatre. Voilà, je me suis renseigné un petit peu sur toutes ces professions et de toutes les maquettes en fait, parce que quand on va dans ces forums-là, on tombe sur des maquettes, et sur les maquettes il y a un petit peu tous les cours en fait, tous les enseignements qui sont proposés. Et c'est vrai que je me suis le plus retrouvé par rapport aux connaissances que j'avais déjà acquises dans la maquette du psychomotricien. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment le lien entre le corps et l'esprit, où on sentait que le travail corporel était bien présent, et surtout qu'on allait vraiment travailler avec le médium du corps. Et moi je crois que c'est ça qui m'a vraiment passionné. J'avais pas envie de travailler avec l'idée qu'on travaille avec de la distance corporelle, c'est-à-dire avec un corps qui pourrait peut-être un peu être inactif et qui serait plutôt dans le verbal, et j'avais vraiment besoin que ce corps soit dans le mouvement, en tout cas soit dans l'action et soit dans le langage du corps. Donc je crois que ça c'est la première chose pour répondre en une première partie des questions. Après c'est pas facile, effectivement, ça demande un peu une recherche personnelle, c'est-à-dire qu'à l'époque où moi j'ai fait ma sorte de réorientation comme ça universitaire professionnelle, à l'époque c'était pas facile, parce que souvent en STAPS on nous dit on peut partir en kiné, parce que c'est un petit peu comme ça que c'est un des ponts classiques voilà, et connus qui sont faits. Et c'est vrai que il n'y avait pas une ouverture large sur tous les métiers qu'on pouvait faire, donc c'est parti un petit peu d'une démarche personnelle, d'aller comme ça dans les salons étudiants, dans les forums étudiants, pour voir un petit peu ce qu'on pouvait faire. Après, par rapport aux approches, aux nouvelles approches, c'est vrai que c'est une belle question, je trouve, parce que on sait pas trop, comme ces métiers-là étaient pas encore, ils n'étaient pas encore très très connus à l'époque. Je pense qu'ils n'étaient pas très connus, et c'est vrai que après, avec le temps, quand on se renseigne sur ces métiers-là, ils n'ont pas toujours une bonne presse. Alors je vais expliquer pourquoi. Parce que souvent, comme ils sont pas reconnus par l'État, ou comme les diplômes sont encore on va dire en création, au niveau de la reconnaissance que l'État et le gouvernement peuvent leur porter, c'est vrai que c'est pas évident de se dire, est-ce qu'il y aura vraiment des réels débouchés? Est-ce que je vais pouvoir travailler avec ce diplôme-là? Et surtout, est-ce que je vais pouvoir travailler à hauteur d'avoir quand même une vie décente et raisonnable avec ces métiers-là? Donc c'est vrai que c'est pas évident de se questionner sur ces métiers-là. Et puis comme ils sont c'est un peu des métiers qui sont encore, je trouve, qui fonctionnent sur l'autodidacte, sur le fait que les gens s'auto-forment finalement. Alors ils peuvent avoir un tronc commun un peu comme nous, une licence TAPS par exemple, ou je sais pas, un BPGEP sportif, ou voilà, où ils peuvent être entraîneurs, donc du coup où ils sont sportifs de haut niveau, donc ils se disent j'ai largement les compétences pour aller, voilà. Donc c'est vrai que par rapport à tout ça, on sent que c'est des métiers pour moi qui manquent un petit peu d'étoffement au niveau de la formation, si tu veux. Donc c'est vrai que c'est peut-être pas des choses qui m'ont attiré tout de suite. J'avais besoin de quelque chose où je me disais que j'allais pouvoir travailler, être reconnu par l'État, et surtout avoir une reconnaissance aussi, pas seulement par l'État, mais une reconnaissance un petit peu sociale aussi, qui soit un peu plus admise par la société, qui soit reconnue, voilà, pour que moi je comprenne aussi à la fois ma profession. J'avais aussi besoin, moi, de comprendre le métier que j'allais exercer, donc je pense que c'est pour ça que je me suis dirigé vers ce métier-là en particulier. D'accord, et du coup c'est super intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu sens que ce travail de reconnaissance, de par cette appellation, de par ce métier, est-ce que tu sens que ça va dans le bon sens depuis que tu as commencé du coup en 2014? Tu m'as dit que tu avais été diplômé, donc ça fait maintenant un peu moins d'une dizaine d'années. Est-ce que tu sens que ça va dans la bonne direction?
Oui, j'ai l'impression qu'effectivement on est de plus en plus soutenu. Alors on est soutenu aussi par rapport au contexte, je dirais, si on peut revenir un petit peu quand même sur un contexte de crise pandémique, de crise très très importante qui va remettre un petit peu finalement la santé, qu'elle soit mentale ou qu'elle soit physique, au centre un petit peu des préoccupations, des débats sociétaux. Et donc effectivement on a un joli mouvement là qui s'est installé, mais je pense même qu'avant la crise, les psychomotriciens de manière générale, les professions paramédicales ont plutôt le vent en poupe, je dirais, par rapport au fait qu'on se rend compte de plus en plus qu'on est l'alternative aux médicaments, parfois, aux traitements pharmacologiques qui sont parfois pas toujours acceptés par les gens, et puis surtout au monde médical, je dirais brut, parce que parfois il peut être un peu brut, et au sens brutal pour les gens. Les personnes ont du mal parfois à aller voir les médecins, alors qu'ils vont avoir plus de facilité peut-être d'aller voir un psychomotricien, un kiné, un professeur d'activité physique adaptée, parce que tout simplement le langage va pas être le même. Le langage est un petit peu plus vulgarisé, le terme que tu employais tout à l'heure effectivement, et le langage en fait, notre profession est peut-être parfois un peu plus accessible. Et donc du coup, de son accessibilité, les personnes vont avoir tendance à peut-être plus facilement venir nous voir, et surtout ils ont moins peur. Ils ont moins peur de nous et de notre fonction entre guillemets non diagnostique. C'est vrai que nous on fait pas de diagnostic. Pardon. Donc du coup ça fait peut-être un petit peu moins peur aux personnes. Donc je pense que c'est des professions qui sont en train de se développer, qui vont continuer de se développer avec le temps pour devenir des maillons vraiment essentiels dans les chaînes de soins. D'accord. Que ce soit dans les chaînes, hospitalières, mais que ce soit aussi dans l'ambulatoire, que ce soit au niveau aussi libéral. Je pense que voilà, que c'est vraiment des professions qui sont en vogue et qui sont en plein développement. Et voilà, je vois une belle suite en tout cas à toutes ces professions paramédicales. En tout cas, c'est ce qu'on espère pour toi et pour ton métier. Est-ce que justement, tu ne penses pas que c'est aussi à vous, psychomotriciens, de faire ce travail, de vous imposer, peut-être de ne pas forcément attendre une reconnaissance qui pourrait venir d'en haut ou d'ailleurs, et c'est à vous vraiment de faire ce travail justement de pédagogie, d'explication, de vulgarisation pour que ce métier puisse être de plus en plus accepté. Si, oui, je pense que tu as raison. Je pense que c'est valable pour beaucoup de postes, mais exactement. Effectivement pour les psychomotriciens, on doit expliquer, on doit faire preuve de pédagogie, de beaucoup de pédagogie, pour expliquer, pour montrer ce qu'on fait, c'est-à-dire finalement ne pas fermer nos espaces, ne pas être dans une espèce de bulle comme ça de fonctionnement qui serait un peu autarcique et qui exclurait des personnes avec un vocabulaire qui pourrait pas être accessible. Et donc on doit ouvrir nos portes. Et je pense ouvrir nos portes, c'est ouvrir nos portes aux patients, aux personnes, mais surtout aussi à nos collègues, finalement, aux professionnels avec lesquels on travaille. Et je pense que plus on ouvre nos portes aux personnes, plus on montre ce qu'on fait, plus les personnes vont pouvoir s'approprier finalement la symbolisation et la représentation de notre métier. Et donc du coup, le proposer, le présenter et puis travailler avec nous et être des grands prescripteurs de psychomotricité, d'activité physique adaptée, de kinésithérapie, d'art-thérapie, de toutes ces professions qui parfois ne sont pas forcément très connues de tout le monde. Clairement. Et du coup, est-ce qu'il y a un porte-parole, un porte-étendard un petit peu de ce métier, quelqu'un qui serait médiatiquement représenté chez les mêmes psychomotriciens ? Oui, alors pas à ma connaissance. Enfin, après, je pense que c'est plus un problème de connaissance de ma part plutôt que de personnes qui existeraient réellement. Je sais que nous avons 2 syndicats assez connus. Il y a le SNUP et je sais plus, j'ai plus le nom en tête de l'autre, mais je crois qu'il y a 2 syndicats assez connus qui représentent beaucoup les psychomotriciens, notamment au niveau du gouvernement, sur toutes les questions gouvernementale, du décret d'application, de son fonctionnement et la réactualisation finalement de ce décret. Je sais que les politiques sont très vives, notamment nos confrères ergothérapeutes ont beaucoup travaillé pour leur diplôme d'État justement, et donc du coup eux actualisent assez régulièrement ce diplôme d'État. Le nôtre est un petit peu plus ancien au niveau de l'actualisation, mais je sais qu'on est bien représenté de ce côté-là, et j'ai pas beaucoup d'inquiétude en tout cas au niveau des liens, mais c'est vrai que si on parle de médiatisation du coup de la profession, je pense que ça pourrait être très intéressant d'avoir un peu plus de médiatisation du métier de psychomotricien, notamment avec ce type d'intervention, celle que tu proposes, de faire des petits podcasts comme ça, de discuter un petit peu avec les personnes et de leur permettre d'avoir en fait une tribune, finalement, de pouvoir avoir un peu de temps d'image pour parler de leur métier. Je pense que finalement on mériterait effectivement, comme beaucoup d'autres professions, un temps un peu plus important de médiatisation, et ça nous permettrait en fait d'être plus connus par rapport aux différents
personnes qui pourraient un jour rencontrer des psychomotriciens dans leur vie. Tu prêches un convaincu, effectivement, c'est ce qu'on pense. Et je prends toujours cet exemple un petit peu de Major Mouvement chez les kinésithérapeutes, qui est très médiatisé, qui a sa propre chaîne YouTube et qui arrive à cartonner et à justement mettre en avant son métier de kiné. Donc voilà, c'est ce qu'on ils ont rendu accessible, ils ont rendu clair, ils ont dédiabolisé un petit peu la profession et les questions que les gens pouvaient se poser. Donc effectivement, oui, c'est ce type d'initiatives, je pense qu'elles sont très intéressantes et peut-être que voilà, ça peut donner des idées à d'autres professions. Peut-être une idée pour toi alors du coup. Du coup, où est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui des psychomotes? Là aujourd'hui, tu nous accueilles dans l'hôpital dans lequel tu travailles. Oui. J'imagine qu'on n'en trouve pas que dans les hôpitaux. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le champ des possibles et les champs d'intervention du coup? Alors, on nous dit souvent, quand on commence les études de psychomotricien, qu'on peut travailler avec des personnes de 0 jusqu'à 99 ans. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on peut travailler également avec des personnes avec les enfants quand ils sont in utero, c'est-à-dire encore dans le ventre de leur maman. D'accord. Donc, on peut aussi travailler autour de la préparation à l'accouchement. Je sais que ça se fait aussi. Alors, le champ des possibles, il est très vaste. Excuse-moi de te couper, du coup, comment est-ce qu'on travaille avec un enfant qui n'est pas né? La question, c'est de travailler surtout avec la maman, du coup, dans les interactions, dans du travail de conscience corporelle, dans un travail aussi de lien avec l'enfant, c'est-à-dire d'apprendre à écouter un petit peu, à percevoir ses propres émotions, ses propres sensations pour pouvoir faire du lien et se préparer à accueillir finalement cet enfant qui va arriver. Donc c'est la capacité à travailler à la fois sur de la proprioception, sur l'interoception et de le lier, puisque c'est le sens de notre métier, surtout avec ses émotions et ses ressentis qui sont vraiment vastes à ce moment-là. Voilà. Donc voilà, on travaille finalement avec tous les âges de la vie. C'est pour ça que c'est pas toujours facile de comprendre un petit peu ce que le psychomotricien peut faire, puisqu'on travaille aussi bien avec des personnes âgées, des seniors, on travaille avec des adultes, on peut travailler avec des adolescents, on peut travailler avec des jeunes entre 6 et 12 ans, mais on travaille aussi avec la petite enfance entre 0 et 3 ans, et 3 ans et 6 ans. Et donc finalement, les psychomotriciens, ils interviennent à la fois dans des centres médico-psychologiques, dans des CATTP, dans des structures de soins pluridisciplinaires, ils travaillent également en libéral, ils travaillent sur des difficultés de graphisme. Donc finalement, on a vraiment un champ très très vaste qui fait que parfois, c'est pas évident de s'y retrouver dans notre domaine d'application, dans notre champ d'application. D'accord, écoute, c'est très intéressant. Aujourd'hui, dans l'hôpital, donc toi, comment est-ce que tu travailles avec justement les autres chefs de service pour pouvoir coordonner un petit peu tes idées? Comment est-ce que tu mets en avant tes idées? Vous êtes sur des réunions? Comment est-ce que ça fonctionne? Alors oui, effectivement, on a un travail institutionnel très très important où on n'est pas tout le temps uniquement en temps de séance de psychomotricité, on est également beaucoup dans des ajustements institutionnels, donc nous on va parler de synthèse institutionnelle, donc on a beaucoup de temps d'échange avec les médecins, puisqu'il faut savoir que nous travaillons sur prescription médicale, donc s'il n'y a pas un médecin qui fait une prescription, nous ne sommes pas normalement habilités à recevoir un patient en soins psychomoteurs. Donc en général, ça part d'une inquiétude du médecin qui va poser une prescription médicale, nous indiquer un patient, et nous après du coup on rencontre le patient et voilà, on prend rendez-vous avec lui, on le rencontre, et effectivement pendant tout le suivi, pendant tout le moment où on suit, on va avoir des temps réguliers d'échange sur la façon dont ça se passe tout simplement avec le patient, comment le patient évolue, est-ce que l'indication était pertinente, est-ce qu'on pourrait la retravailler. Donc il y a beaucoup de temps de synthèse, il y a beaucoup de temps de coordination avec les médecins, et effectivement on a des temps qui sont destinés, qui sont appropriés pour faire ces échanges avec les médecins, mais pas seulement les médecins. En général on est en staff, on appelle ça des staffs, ou des moments de transmission. On est avec tous les autres professionnels, donc les médecins, les infirmiers, les ergothérapeutes, les art-thérapeutes, les psychomotriciens, tous les professionnels qui travaillent avec nous ici, dans cet hôpital. D'accord, écoute, c'est très intéressant. Je vais prêcher un petit peu pour ma paroisse. Oui. Donc nous, à AS Mouvement, on propose ici de l'activité physique adaptée. Comment est-ce que tu perçois cette activité physique adaptée auprès du public avec lequel tu travailles? Quels sont les avantages, quels sont les bénéfices que tu vois? Ouais. Alors, il faut savoir que moi, j'ai toujours pensé, de par ma formation, mes origines, que c'était important de pouvoir se rencontrer à travers un mouvement. C'est difficile de se rencontrer quand on est à l'arrêt, quand on est dans une attitude plutôt sédentaire, on va dire. Et donc, j'avais imaginé qu'il fallait créer des espaces. Sans les espaces, c'était un petit peu compliqué, finalement, de se retrouver dans ce fonctionnement-là. Et donc, je trouvais que le fait de proposer
des séances d'activité physique adaptée, donc d'amener la rencontre de professeurs d'activité physique adaptée ici à l'hôpital, allait finalement créer des nouveaux espaces où j'ose espérer qu'il s'y passe beaucoup de mouvements, en tout cas beaucoup de rencontres entre le mouvement, le corps des patients et puis les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Donc je crois que c'est un espace qui est nécessaire à l'hôpital justement pour aller travailler sur un petit peu ces zones de sédentarité, ces zones d'inactivité et puis aussi pour parler un langage qui est aussi un langage sociétal. C'est-à-dire que le sport est quand même assez valorisé dans la société moderne, on peut le dire, qui est quand même connu de tous. Parfois il est craint, parfois il est adoré, parfois il est pratiqué aussi avec excès. Et donc finalement, qui mieux que les professeurs d'activité physique et sportive, physique d'APA, pour venir réguler un petit peu tout ça et apporter leur niveau d'expertise, leur vision, leur degré de compétence pour aider les jeunes à rencontrer une activité qui ne soit pas toujours orientée vers la performance, toujours orientée vers le sport, l'activité qui pourrait avoir un but et un résultat, mais simplement être dans des sensations de plaisir, à partager le mouvement, le jeu, les situations de rencontre que tout ça peut amener, et puis aussi le bien-être corporel qui est quand même, je crois, très important et qui à mon avis est au centre un petit peu de nos deux métiers. Donc je pensais, pour moi c'était des métiers assez complémentaires et je sais qu'ici à l'hôpital ça manquait un petit peu, donc je crois que c'était très important de laisser un espace supplémentaire aux professeurs d'activité physique adaptée, parce que justement c'est ça qui allait permettre une vision différente et un apport, je pense, supplémentaire. Et je pense que c'est vous qui êtes les plus à même de parler de cet apport, puisque vous venez, mais en tout cas je sais que cet espace-là est très très apprécié à la fois des patients et à la fois des soignants pour le bien-être et je pense pour le côté thérapeutique qu'il apporte un petit peu régulièrement à tous les patients. Et en tout cas, on vous remercie en tout cas de la confiance que vous nous accordez, c'est aussi un plaisir pour nous. À titre personnel, comment est-ce que toi tu te projettes dans ce métier? Est-ce que tu as des envies de développement, peut-être des envies d'ailleurs? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu toi ton cheminement et les idées que tu as pour ton futur? Ouais. Alors sur les projections, si tu veux, c'est un petit peu complexe. Pourquoi c'est complexe? Parce que les choses sont assez dynamiques en fait, un peu en mouvement avec ce projet qui fonctionne. Donc le projet APA psychomotricité, qui était le fait de pouvoir développer un petit peu l'activité physique adaptée, tout en développant la psychomotricité, finalement en développant des espaces de mouvement, des espaces corporels où il y aurait du soin corporel qui serait prodigué. Donc c'est vrai que je pense que je vais me laisser aussi un petit peu porter par le développement de ce projet pour savoir où ça va me mener. Mais moi j'ai toujours pensé que j'avais une envie un petit peu, j'étais dans un dynamisme, c'est-à-dire en fait j'irais là où les opportunités en fait finalement arriveraient aussi. C'est-à-dire si je vois une opportunité qui correspond un petit peu à mon système de valeurs que j'ai un peu présenté jusqu'à maintenant, je pense que je saisirai cette opportunité. Ce que je peux dire par rapport au public, c'est que le public avec lequel je travaille est un public qui est très passionnant parce que justement il y a une grande vitalité dans ce public adolescent et jeune adulte où on sent qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont possibles et qu'on a envie de créer. J'ai envie de créer, de continuer de créer bien évidemment des espaces, des exercices, peut-être des choses qui ne sont pas encore là, donc développer aussi un aspect créatif du métier pour aller là finalement où ça va me mener. Mais en tout cas j'ai envie de rester avec ce public assez dynamique, mais j'ai envie aussi d'aller un petit peu aussi travailler peut-être, pourquoi pas, dans les instances gouvernementales, aller les aider à prendre un peu plus en compte cet aspect du soin, le soin corporel au sens large, qui n'est pas forcément toujours bien développé. En ce moment, on est un peu justement en train d'écrire des articles autour de ça, pour aller générer finalement le soutien du gouvernement, des instances publiques pour avoir plus de moyens pour développer à la fois des espaces, aussi des moyens humains, parce qu'on a besoin aussi de plus de professionnels pour pouvoir proposer le soin à plus de patients, au plus grand nombre, parce que c'est vrai qu'avec la crise, on a aussi une augmentation quand même de la patientèle psychiatrique. Donc on a envie peut-être finalement aussi de répondre un petit peu à tout ça, et notre envie, elle va passer un petit peu par des liens plus forts avec le gouvernement. Donc du coup, peut-être le développement un petit peu de ces projets vont m'amener vers ces terrains-là, des terrains aussi que je souhaite, parce que justement ça va nous amener à promouvoir un peu des métiers qui sont encore, comme on le disait,
en voie de développement, voilà, et peut-être pour que les gens puissent comprendre que on peut par le corps aller mieux et que ça peut parfois être assez simple, parce que parfois on a l'impression que c'est très compliqué pour aller mieux, et avec quelques petits conseils assez simples, assez accessibles, finalement on peut aller un petit peu mieux dans son quotidien, dans sa journée. Et je crois que c'est un petit peu le sens du métier que je fais et que j'aimerais du coup promouvoir au plus grand, on va dire de la manière la plus large possible. Ouais. D'accord. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Complètement, et puis on espère que des opportunités pourront se présenter à toi, un petit peu comme tu nous l'as dit. Je vais terminer en te demandant un petit peu qu'est-ce que tu penses de la prévention au sens large en France. Oui. Où est-ce que tu nous situes, quelles évolutions, quelles améliorations tu pourrais voir pour cette thématique-là aussi. Ouais. Alors c'est intéressant parce que finalement cette thématique, elle rejoint ta question précédente de l'avenir un petit peu de ces espaces de mouvement, de ces espaces de santé. Moi je pense qu'il y a... Ce qui est sûr, c'est que c'est développé. C'est-à-dire, ce qui est sûr, c'est que il y a quand même en France des aspects, que ce soit le CNOSF, que ce soit l'État, je te permets de te couper, le Comité national olympique du sport français, du coup. Tout à fait, voilà. Que ce soit également aussi, je pense, le ministère de la Santé, le ministère de la Culture et du Sport. Je pense que c'est des problématiques qui sont déjà développées, effectivement, et qui sont déjà prises en charge, mais je dirais, comme tout bon praticien qui se respecte, que on a toujours besoin de faire plus, on a toujours besoin de faire mieux, et on a toujours besoin de plus de moyens, à la fois donc logistiques, financiers et humains, pour développer, pour parler finalement un petit peu de la prévention de la santé au sens large, à la fois de la santé psychique et à la fois de la santé physique. Moi j'ai plus insisté sur la santé psychique puisqu'on sait bien que c'est ce qui me concerne. Effectivement, je pense que on développe beaucoup la santé physique parce que la santé physique, elle fait beaucoup de bruit en termes de pathologie. C'est vrai que on a des causes de mortalité qui sont quand même connues maintenant, les maladies cardiovasculaires qui sont quand même un grand risque de décès en France, mais on a aussi les maladies psychiatriques, psychiques qui peuvent petit à petit aussi être une cause de mortalité. Donc je pense qu'on pourrait améliorer en tout cas un petit peu le discours, en tout cas, ou voilà, la prévention de ces maladies-là, pour être peut-être en amont des maladies, plutôt que de les soigner, d'être dans la prévention, d'aider les gens en fait à avoir finalement une qualité de vie plus saine, une qualité de vie qui serait dès le début proposée, instruite ou éduquée dès le plus jeune âge pour éviter justement ces maladies physiques, mais aussi ces maladies psychiques, cette surcharge finalement. On entend beaucoup parler de burn-out, de surcharge mentale, et donc finalement comment travailler sur le corps, sur l'aspect corporel, pour éviter ces surcharges-là, pour éviter de surcharger l'individu. Donc oui, effectivement, je pense qu'il y a des choses au niveau préventif qu'on pourrait améliorer au niveau de ça, pour justement que les personnes puissent se sentir un petit peu mieux, mais en fait comme s'il y avait une éducation à la santé dès le plus jeune âge. Je pense effectivement que si on travaillait davantage sur l'éducation à la santé, on aurait un meilleur développement tout au long de la vie, et peut-être une diminution des pathologies psychiatriques, mais également des pathologies physiologiques, je pense, voilà, en France, mais j'imagine aussi que c'est à l'international, hein, c'est-à-dire dans le monde également. Bien sûr. Bien sûr, écoute, ta ratisse est très large, je pense avoir compris, donc il y a de l'existant, mais il y a effectivement des améliorations à faire. Écoute, je te remercie d'avoir pu nous accueillir aujourd'hui pour ce podcast. Je pense que c'était très complet et surtout ça peut répondre à beaucoup de questions autour de ton métier. Ouais. Donc voilà, je te souhaite le meilleur en espérant que les activités puissent continuer ici et sur le reste des hôpitaux. Je l'espère aussi. Je te remercie également du coup de nous avoir permis une petite tribune comme ça, et puis voilà. Écoute, avec plaisir, et puis à très bientôt. Merci. Au revoir.